Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog Cocomelon sur comment faire les reverse shell. Alors ici c'est comment faire des reverse shell sous le système d'exploitation Linux plus précisément. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit tout d'abord qu'est-ce qu'un reverse shell. Donc un reverse shell est plus souvent appelé un shell qui se connecte en retour. Donc en fait, on appelle ça un shell qui se connecte en retour, c'est parce qu'en fait, on envoie le shell sur la machine de la victime et après, à partir de ce shell-là, il va initier une connexion et nous, on va écouter et on va se connecter dessus. Donc comme il dit, c'est un shell à distance qui a été introduit sur la machine cible, donc notre cible, et qui en retour va se connecter sur la machine de l'attaquant et qui va afficher le shell ou le terminal de la machine qu'on attaque. Ceci est communément fait durant la phase d'exploitation pour en fait prendre le contrôle de la machine à distance. Donc là, on a un petit graphique, on voit l'attaqueur. Donc en premier temps, il fait une exploitation, donc c'est là où il va écouter, ou qu'il va plutôt écouter et envoyer le reverse shell. Une fois que la victime a le reverse shell, il va ouvrir un port. Donc, par exemple, il va ouvrir le port 4044 de la machine avec l'adresse IP et lui, là l'attaqueur, sa machine est en écoute, il va recevoir la connexion de la victime et il aura le shell de la victime qui sera là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le reverse shell peut être un avantage et les ports sortants sont plus communément les ports 80, 443, 80-80, etc. Alors, qu'est-ce que c'est les ports 80, 443 et 80-80? Alors, par exemple, les ports 80 et 80-80, c'est plutôt les ports qu'on utilise pour connecter sur les sites web en HTTP, donc non chiffré. Et le port 443, c'est le port HTTPS sur tout ce qui est site où on a une connexion sécurisée. Le reverse shell est utilisé depuis la cible, depuis la machine cible qui bloque les connexions entrantes. Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on aura sur reverse shell sur la machine de la victime, il va initier une connexion sortante et non entrante. Donc ils disent que qui bloque les connexions entrantes de certains ports qui sont par exemple bloqués par le pare-feu. Donc par exemple, si il n'y a pas de service qui écoute le bon port, la plupart du temps, les pare-feux, en fait, ils bloquent le port. Pour contourner les restrictions du pare-feu, les équipes rouges ou les pentesters doivent utiliser le reverse shell. Ça peut être aussi les hackers ou d'autres personnes malveillantes. Ils utilisent aussi ce type de choses. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on expose sur le serveur de contrôle en fait de l'attaquant. Il y a des traces qui peuvent être relevées depuis la surveillance du réseau, depuis la machine qui a été ciblée. En fait, quand le reverse shell va s'exécuter sur la machine cible, s'il y a une journalisation des logs ou une surveillance de sécurité, ça va laisser des traces dans les fichiers log. Alors, en plus, dans les méthodes d'évasion, la plupart du temps, les acteurs malveillants corrompent ou suppriment leurs traces ou suppriment les logs dans les journalisations. Donc ceci ne sera pas fait non secours. Donc nous avons ici trois étapes pour avoir un reverse shell. Donc premièrement, l'attaquant doit exploiter une vulnérabilité sur la machine cible ou sur le réseau avec l'habilité d'effectuer une exécution de code. Donc en fait, c'est soit il va exécuter sa propre charge utile, son propre programme, soit il va exécuter des programmes déjà existants sur la machine cible qui me permettra d'initier une connexion, donc une connexion en reverse shell. L'attaquant doit configurer son écoute sur sa propre machine. Donc par exemple, avec Netcat, il va essayer d'écouter les ports ou quelque chose qui rentre depuis sa machine, une connexion qui rentre. Quand l'attaquant injecte le reverse shell sur le système vulnérable, il doit exploiter cette vulnérabilité. En fait, il doit trouver un moyen pour injecter le reverse shell sur un système vulnérable. Donc déjà, le premier moyen, c'est de trouver un moyen de transport ou d'exploitation pour mettre le reverse shell sur la machine de la victime. Et de deux, il faut être sûr que la machine en face possède des vulnérabilités pour qu'on puisse exploiter la machine et aussi contourner les systèmes de protection. On a encore d'autres problèmes. Dans le cas des cyberattaques réelles, le reverse shell peut être obtenu à partir de social engineering. Donc social engineering, c'est la manipulation des gens.
ou des vraies personnes. Par exemple, un morceau d'un malware peut être installé sur la machine de travail locale via un email de phishing. Par exemple, un email où on va mettre un malware ou notre reverse et on va inciter la personne à ouvrir la pièce jointe et exécuter notre reverse. Ou un malicieux website qui peut initier une connexion sortante sur un serveur de commande qui va nous fournir à l'attaquant des capacités de reverse shell. Donc pareil, on peut faire un site où par exemple la personne va être incitée à télécharger un fichier malveillant ou qui va exploiter une faille du navigateur qui permettra de créer un reverse shell ou d'autres choses non intentionnées. Donc là, on voit un petit schéma. Donc là, on a l'étape du phishing. Par exemple, là, l'hacker, il va appeler la victime, il va dire ah bah je vais faire passer par une autre personne, par exemple il va faire passer par un manager depuis une banque et il va lui dire on vous a envoyé un nouveau agrément dans votre mail, donc des nouvelles conditions dans un mail. L'attaquant, le hacker va mettre son reverse shell dans l'email malicieux. Comme le hacker va lui faire croire qu'en fait dans la pièce jointe c'est quelque chose de soi-disant sécurisé, la victime va cliquer dessus, il va faire OK, et ça va initier le reverse shell sur l'adresse IP de convoi de la machine attaquant et le port. Et là, une fois que Bob va ouvrir le mail malicieux, l'attaquant aura la connexion qui sera ouverte et il aura le shell de la victime. Alors, l'objectif de ce bloc, c'est ne pas d'exploiter une vulnérabilité sur la machine host ou sur le réseau, mais c'est l'idée de trouver une vulnérabilité qui peut être trouvée pour effectuer une code d'exécution. Donc en fait là, on vous explique, en fait l'objectif d'ici c'est de vous apprendre comment ça fonctionne, quel est le principe, mais il faut éviter d'utiliser ça en cas réel. Ça c'est des exercices. Si vous faites des bêtises après, moi je ne suis pas responsable de vos conneries, vous êtes responsable de vos propres actions. Alors, dépendant du système où est installée la victime et que certains services fonctionnent dessus, en fait, le reverse shell peut être différent. Il peut être en PHP, en Python, en GSP, etc. Hein, par exemple, ça peut être du PHP pour faire un reverse shell sur des CMS. Par exemple, si on arrive à exploiter du WordPress, on pourra faire un reverse shell en PHP. Ça peut être du Python, si on a un système Linux ou Python déjà mis dessus. Ça peut être du Microsoft, si on a du Java, du GSP, etc. Ça peut être... il peut y avoir des multiples facteurs d'exploitation existants, une infinité de facteurs. Alors, l'écoute. Pour plus de simplicité, dans cet exemple, la victime nous permet une connexion sur tous les ports. Donc, par défaut, l'IP tab, donc en fait, c'est la règle du pare-feu sous Linux, il a été mis à 0. Dans notre cas, nous utiliserons dans cet exemple le port 4444 en tant que port d'écoute et vous pouvez changer votre port comme vous voulez. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quel port du moment qu'il n'est pas utilisé par un autre service. Hein. S'il est utilisé par un autre service, le port ne fonctionnera pas. L'écoute peut être tout programme ou utilitaire qui peut ouvrir des ports aussi bien qu'en mode TCP ou UDP. Les connexions ou les sockets, dans la plupart des cas, on peut utiliser NC ou Netcat. Donc là, on a un exemple. Donc, par exemple, là, il fait NC, donc Netcat, avec le drapeau LVP et le port 4040. Donc là, il nous explique, dans ce cas, en fait, L, ça veut dire listen, donc en mode écoute. V, ça veut dire verbose. Donc verbose, en fait, ça veut dire qu'il sera en mode détaillé. Il va pas mal d'options ou des cas d'erreur, il va nous les afficher. Et P, ça permet de nous spécifier quel port on doit écouter sur toutes les interfaces. Donc là, il ne va pas écouter que une adresse IP, mais il va écouter toute la plage d'adresses IP. On peut aussi mettre le N comme numérique pour seulement les adresses IP et non DNS. Alors ça, c'est important. Par exemple, si on ne veut pas qu'il contacte des serveurs DNS par rapport à retrouver certaines adresses IP, on peut mettre l'option N. Donc là, on peut faire notre premier exemple. Donc là, il y a une reverse shell exemple. Pour plus de simplicité dans notre exemple, la cible est une machine Linux et on peut faire ceci. Et ici, il nous dit que l'adresse IP est le 10.9.1.6 et que notre machine attaqueur
En fait, c'est l'IP de la machine attaqueur qui est le 19.1.6. Nous, la nôtre, ça sera pas la même. Par contre, le port, on pourra utiliser le même, 4444, et le port d'écoute. Donc, faisons ça et regardons ce que ça fait. Alors, pour qu'on soit clair, la machine de gauche sera toujours la machine attaquant, où il y a marqué parrot. Et la machine cible sera la Debian test. Donc là, on doit connaître l'adresse IP de notre machine attaquante. Donc là, on doit faire un IPA. Et là, on voit que l'adresse IP de notre machine attaquante, donc il faut voir sur le ENP0S3. Donc sur la vôtre, si vous faites le test, ce sera peut-être différent. Chez moi, c'est 192.168.1.55. Donc ça, c'est l'adresse IP de l'attaquant. On peut faire la même chose sur l'adresse IP de la machine cible de la victime. Et on voit que c'est 192.168.1.65. Donc ça, il faut bien retenir cette adresse IP. On va mettre la machine en écoute. Donc on fait NC, donc L pour listen, V pour verbose, P pour le port. On fait 4444 et là on voit qu'il est en écoute. Maintenant là on doit initier une connexion. Donc on fait net4, on fait E, on met l'adresse IP, donc on a vu c'est 192.168.1.155 et on met le numéro de port. Donc vérifions si c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Donc recommençons. Donc là, on va initier une connexion à partir de la machine victime. Donc on va utiliser net4. Donc on fait 192.168.1.55. Donc là, c'est l'adresse IP de la machine attaquante et le port. Une fois qu'on aura fait ça, on appuie sur Entrée. Là, on voit qu'il s'est connecté au 192.168.1.55 depuis le 192.168.1.65. Et on reconnaît bien que le 192.168.1.65, c'est l'adresse IP de notre machine test, donc la machine victime. Donc on fait par exemple OMI pour savoir sur qui on est connecté. On est connecté sur la machine test, donc bien la machine test. Et par exemple on fait un IPA et on voit bien qu'on est sur la machine de la victime avec l'adresse IP 192.168.1.65. Donc là on a fait cette étape. Donc là il nous dit, là on a bien fait cette étape. Donc après il nous explique qu'on peut faire la même chose mais sans le flag E. Donc ils disent que les nouvelles machines sur Linux par défaut ont le traditionnel Net4 avec le Gaping Security All qui a été désactivé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire l'option E pour que ça fonctionne avec Net4. Donc ça veut dire qu'avec MKFIFO, on pourra effectuer une connexion. Donc qu'est-ce que ça nous dit ceci? Donc ça nous dit qu'en premier, on va créer une pipe qui est nommée AKFIFO, donc en fait quelque chose qu'on a passé avec les signes verticales et qui est appelé P qui est utilisé comme MKFIFO commande. Donc le Mac FIFO, en fait, c'est les piles. Le first input, first output, hein, c'est-à-dire ça FIFO. Premier entrée, premier sortie. Donc là, comme en fait, ça empile les données d'un certain ordre et ça les ressort d'un certain ordre. Cette commande crée des choses dans le système et les utilise comme un retour de pipe. En fait, il va relire à l'envers et il va exécuter les commandes dedans. Sur le type P, donc en fait, il va créer dans le répertoire temporaire les commandes à l'intérieur, qui est nommé pipe. Le FIFO peut être utilisé pour rassembler les données en retour et par exemple les entrées qui appartiennent au shell. Il va créer un retour de pipe, les données qui vont être réagrégées, dans le répertoire temporaire, donc répertoire TMP, parce que la plupart du temps, les comptes permettent d'écrire dedans. Alors, il faut savoir, dans le système Linux, beaucoup de personnes ne pensent pas à supprimer les retours, l'accès en écriture du TMP, ou même mieux, il est possible dans le système Linux de modifier où le fichier temporaire va être. Comme ça, c'est une technique qui permet de mitiger les attaques. Si les attaquants ont besoin d'écrire quelque part dans le système d'exploitation, ça sera un peu plus compliqué à savoir où on pourra écrire. Donc, essayons cette attaque, voir comment elle fonctionne. Donc, on efface tout. Là, on refait une écoute, donc avec MTLVP normal. Et là, on refait la même chose. Sauf que là, il nous manque le numéro, l'IP. Donc, c'est 192.168.1.55. Et le port, c'est 4444. Alors, expliquons d'abord ce qui va se passer. Hein. Donc ici, il crée un Mac FIFO, donc il crée le fichier où en fait, il va lire le fichier TMPP où on va lui passer les paramètres, donc il va l'exécuter dans l'ordre inverse. Donc on va lui dire avec Net4 de se connecter au 192.168.1.55, sa machine victime, avec en 4444, et toutes les entrées
vont être redirigés sur TMP. Donc tout ce qui va être la console va être redirigé sur notre nouvelle console. Et on fait un pipe qui va exécuter le bin. Donc là, on va dire exécuter bins.ch. Donc on le met dans les pipes à exécuter par MacFIFO. Donc il va exécuter ceci et après il va exécuter ceci. Ça, il faut bien mettre dans le TMP pour que MacFIFO, là, quand il va lire le fichier P, qu'il exécute. Et on va rediriger certaines entrées et sorties sur le terminal pour l'attaquant, pour qu'on puisse voir les choses dedans. Et à la fin, là, il exécute rmtmp.p, en fait, c'est pour effacer nos traces, pour pas que, par exemple, s'il y a un audit ou il y a une investigation après, si la machine est analysée, s'il y a une attaque, pour pas qu'on retrouve nos traces. Alors, normalement, on n'utilise pas RM, parce qu'avec RM, normalement, on peut toujours retrouver les fichiers. Il y a d'autres fichiers, des fichiers shred, de shredding, qui permettent de rendre ceci plus fiable. Donc, essayons de nous connecter. On fait entrer. Et là, on voit qu'on arrive à se connecter. Donc, il nous dit bien qu'il a initié une connexion du 192.168.1.55, donc chez nous, depuis la machine 192.168.1.65. On peut toujours faire un WMI pour voir si on a l'utilisateur test, et on peut toujours un IPA pour voir si on a toujours l'adresse 192.168.1.65. Donc là, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, on peut faire la même chose, mais avec le bash, donc le terminal bash. Il dit que ceci ne peut pas fonctionner sur certaines vieilles machines Debian sur les distributions. Oui, donc sur certaines machines Debian ou certaines distributions Linux qui ne possèdent que certains types de terminal ou pas. Et c'est pas forcément les vieilles machines Debian Linux, c'est certaines distributions en fait, ou comment l'administrateur aussi utilise comme terminal. Donc, essayons avec cette commande-là, voir si ça fonctionne. Donc, on remet la machine en écoute, on remet cette commande, on n'oublie pas de remettre notre adresse IP, 192.1.55. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On crée on dit à bash d'exécuter une commande. Donc, on dit au terminal d'exécuter une commande. Donc, le /c exécuter une commande. On lui dit d'exécuter un shell, donc ch, en mode interactif, et de rediriger ses sorties sur le device. Donc, le device TCP. Donc en fait, il va initier une connexion sur le 192.168.1.55 sur le port 4444 et toutes les entrées vont être redirigées sur la sortie sur le shell. Donc il faut savoir quelque chose de très important sur Linux, c'est que en fait tout est fichier. Même la connexion à la device TCP 192.1.55 port 4444, il considère ça comme un fichier. Donc, du moment qu'on peut écrire un lien dessus, c'est comme s'il va initier une connexion, etc. On fait entrer, et là, on voit pareil qu'il a réussi à initier une connexion sur le port 4044, donc sur le 192.168.1.55 depuis le 192.168.1.65. Donc là, on voit que ça fonctionne. Là, on va vérifier si on est sur le bon utilisateur. Donc, on fait WAMI, on est bien sur le test. On fait un IPA pour voir si c'est la bonne IP. Donc, est-ce qu'on est bien sur 192.168.1.65? Oui, c'est bien le cas. Donc, là, ça fonctionne bien. La connexion distante en bash a bien fonctionné. On quitte, on efface tout. Maintenant, on peut faire la même chose, par exemple, si le système d'exploitation possède... Donc là, on va faire la même chose. Alors là, le problème, c'est qu'il faut être sûr que le système d'exploitation possède Python. Chez moi, c'est pas Python, mais c'est Python 3. Hein. Chez vous, ça peut être autre chose. Hein. Python peut exister, Python 3 peut avoir que Python 3. Il faut faire gaffe entre Python 3 et Python 2. Des fois, c'est pas compatible. Hein. Il y a des légères différences. Là, on met la bonne adresse IP, 192.168.55, et on met le bon port, on écoute 144, et là, on écoute. Donc là, on exécute Python avec le mode C, donc commande. Donc en fait, là, il va interpréter ça comme un programme, mais va directement en fait lire la ligne dessus, là, puis il va l'exécuter à la volée. Donc au début, on ouvre les sockets, donc tout ce qui est connexion, donc toutes les librairies de connexion, on les charge. On fait pareil pour ce process OS, donc il a besoin de ceci, il a besoin d'ouvrir un socket. Donc le socket, c'est bien un mode AFF-inet, donc c'est le mode de connexion, en mode stream. Et là, on doit lui dire sur quelle adresse IP se connecter. Donc là, il faut qu'il se connecte à l'adresse de l'attaquant, 92.168.1.55, et ainsi que son port.
Ici, on écoute ou on donne les entrées et sorties qu'on a besoin pour le shell. Donc tout ce qui est retour et par exemple tout ce qu'on voit ou qu'on tape. On a un sous-processus qui en fait il va appeler aussi le bin.ch, donc il va appeler en mode interactif un shell pour qu'on puisse afficher le shell d'ici de cette machine-là. Donc, il faut bien comprendre hein, que c'est le shell de cette machine-là qui va être exécuté et à partir d'ici, là, grâce à la connexion, on pourra se servir du shell qui est exécuté à l'intérieur pour faire les commandes. On fait entrer, là on voit pareil qu'il y a une connexion, donc ça a été bien. Donc 192.168.1.55 et 192.168.1.65 a été mis là. Donc là on voit que le shell il est un peu plus stabilisé. On peut faire du LL, faire plus de choses parce que là, il y a pas que l'entrée qui est lue, il y a l'entrée et la sortie qui a été mis et il y a peut-être les codes d'erreur qui ont été mis aussi. Alors, on va vérifier, on met n'importe quoi et le code d'erreur a été bien mis aussi dedans, donc bien implémenté. On peut faire un WAMI, ça fonctionne. On peut faire un IPA et ça fonctionne. Donc là, je ne vais pas en parler, mais la stabilisation de shell, en fait, ça veut dire que le shell fonctionne nickel. Par exemple, il affiche les entrées, les sorties, les codes d'erreur, les caractères spéciaux, les caractères, par exemple, qu'on fait CTRL-C ou CTRL-Z, etc., etc. Parce que des fois, les shells ne sont pas stabilisés, et si par exemple, si on fait CTRL-C, on perd notre shell, et ça peut être embêtant dans certaines exploitations. Par exemple, là, les plus CTRL-C, on perd le shell. Et il nous donne un GitHub ici où on a, si on clique dessus, on a plus d'exemples sur le reverse shell. Donc ça, vous pouvez le rechercher sur GitHub, vous récupérez le lien là, sur Swiss-repo. Et là, on voit qu'on peut faire vraiment du reverse shell avec énormément de langages. Et vous pouvez même créer les vôtres dans des langages où encore mieux les adapter à des plateformes non traditionnelles. Alors lui, il crée son reverse shell en C. Donc on peut créer un reverse shell en C. Donc il dit que sa partie favorite, c'est pour devenir en cybersécurité, c'est de savoir programmer en arrière-plan et il est content de faire ces choses, et surtout de réinventer la roue. Et il va nous aider à comprendre comment ces choses, comment j'ai appris ceci. Donc il a écrit récemment qu'il a écrit un reverse shell qui fonctionne sur Linux. Donc là, il a créé un reverse shell en C. C'est le même qui est ici. Alors, par exemple, il faut faire attention sur le reverse shell, il y a des choses qui sont écrites en dur, hein, comme l'adresse IP et le port. Donc, à chaque fois que l'on compile, il faut rechanger ces informations si elles changent. Et donc là, au début, il charge toutes les includes, donc toutes les inclusions, les librairies, donc le studio pour par exemple, pour exécuter le bin.ch, les sockets, netinet, ARPANET, pour les connexions, et il y a le UNIST STD. Donc au début, il fait un char, un tableau constant qui contient l'IP. Après, on a une adresse struct. Donc en fait, ça, c'est qu'on va configurer comment la connexion va se faire. Donc là, on va créer un socket avec son adresse. Donc ce socket là, c'est de la famille des AF inet. Donc on va configurer ça en TCP. Là, on va le configurer avec l'ashton, on va configurer le port. Et le inet ashton, là, on va configurer tout le reste avec l'adresse IP et le port. Là, on crée un file descriptor pour le socket, donc qui va lui permettre à la machine d'ouvrir le socket. Alors, il faut savoir que par exemple, que ce soit un file descriptor socket ou un file un fichier, un file descriptor de fichier, le numéro est unique pour chaque connexion ou pour chaque ouverture de fichier est unique. Ça veut dire qu'on pourra ouvrir plusieurs fichiers avec plusieurs logiciels différents. Et c'est exactement pareil, ouvrir plusieurs connexions avec plusieurs logiciels différents, ça la même connexion, et ça fonctionnera grâce au descripteur de fichiers ou aussi bien du socket que pour les fichiers. On se connecte, donc syscall, appel système. Donc là, on se connecte avec les bonnes informations, donc avec l'adresse IP et le port et le type de connexion. Et là, on fait un for i int 013. Donc là, en fait, là, il a mis normalement
c'est un raccourci de ça. Donc le i là, il va aller de 1 à 2 dans la boucle. Et du PSOC des i, en fait, ça va permettre de récupérer les sorties, donc tout ce qu'on rentre, donc les inputs, tout ce que nous va rentrer, tout ce qui va sortir. Donc on aura ce qui va être écrit, ce qu'on va écrire, et les codes d'erreur, par exemple, on fait les codes d'erreur, etc. Et là, on va faire une exécution. Avant de faire ceci, on va exécuter notre propre shell pour qu'il nous affiche le shell de ceci. Donc voilà, on a notre propre reverse shell. Il faut le compiler. Donc on peut faire gcc output shell c égale w. Donc W en fait c'est le warning, hein, c'est pour afficher s'il y a des codes d'erreur, il va nous l'afficher, il va être un peu plus bavard. Et là il dit que si on compile pour du 32 bits, on met M32, ça compile sur les 32 bits. Alors il faut faire gaffe sur le M32, suivant les compilateurs qu'on a, il faudra peut-être installer ou pas les librairies 32 bits. Donc faisons ceci. Donc, regardons d'abord si on a bien le fichier ls. Oui, on a bien le fichier ça. On va le compiler, on fait gcc. On met le nom du fichier. On sort un nom. Donc là, on va l'appeler par exemple shell. Et on peut mettre w pour mettre les warnings. C'est pas important. On regarde si ça nous va créer le shell. Donc nous, ça vient créer le shell. Mais là, le problème, c'est que ceci là, il faut l'envoyer sur cette machine. Normalement, c'est là qu'intervient soit une exploitation pour envoyer là, soit la manipulation, par exemple, de social engineering pour l'envoyer dans un mail et faire du phishing. Donc, on est prêt à transférer le fichier sur la machine victime. On nous dit que le transfert des fichiers est considéré comme l'un des plus importants, l'une des plus importantes étapes à effectuer durant le post-exploitation, donc après l'exploitation, et qu'il avait écrit il n'y a pas longtemps que nous n'avons pas considéré l'étape d'exploitation. Ici, il va utiliser l'outil qu'on connaît qui est Netcat, donc lui il considère comme un outil polyvalent pour les hackers. Notre victime va écouter le port LVP 444 et il va mettre le nom du fichier. Donc ça c'est par exemple, si vous êtes quelqu'un d'assez idiot, vous lui dites ça au téléphone et il va le faire. Vous faites par exemple passer pour un technicien et la personne qui ne connaît pas, il va faire des bêtises. Donc faisons ceci. Maintenant il faut l'envoyer. Donc là maintenant il faut l'envoyer, mais le problème c'est que là il faut par exemple, c'est plus l'IP de l'attaquant, mais c'est l'IP de la victime qui chez nous, qui est 192.168.1.65. Donc il faut faire copier, coller. Alors, on met l'adresse IP, 168.1.65. On met le bon port, donc 4444. Le flag W3, en fait, c'est un timeout. Ça veut dire qu'au bout de 3 secondes, il va arrêter la connexion. Ceci. Et ça, le shell, en fait, il va envoyer les informations du shell là-dedans. Ça va être écrit là. Alors, si votre connexion est vraiment trop mauvaise, hein, ça peut arriver, vous pouvez augmenter le timeout. Donc, le timeout est arrêté. On regarde le shell, donc ls shell. Donc on a un fichier qui s'appelle shell, qui fait 20 336 octets, et ce qui fait la même longueur shell, il fait 20 036 octets. Par contre, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que là il est en mode écriture, lecture, exécution, et que là il manque l'exécution. On est en mode lecture, écriture et pas d'exécution. Donc il faudra en plus lui dire de lui mettre le mode exécution. Donc pour mettre le mode exécution, on peut faire un change mode. Donc là, pour mettre en mode exécution, on va faire un change mode. X et le nom du fichier shell. Vérifie si c'est bon. Donc là, ça a l'air d'être bon. Et là, il dit de vérifier. Donc pour vérifier, il faut remettre notre machine, l'attaquante en mode listening. Donc en mode écoute, il écoute. Et on dit à la victime de exécuter shell. Et là, c'est bon, on a une connexion en 30. Donc normalement, si on fait ls, on a tout. Si on fait where, on fait whoamich, normalement on a le test. Une autre commande qui est assez intéressante, on peut faire l'ID aussi hein, pour voir quel droit il a l'utilisateur. On fait IPA, on vérifie si on a la bonne adresse IP, donc on a bien la 192.168.1.65, donc on est bien sur la machine de la victime.
Donc, vous retrouvez ce fichier-là sur le GitHub de la personne là ou sur le mien. Je vous mettrai dedans. Alors, comment réduire l'impact sur ce genre de problème? Bah, ils disent que malheureusement, il n'y a pas de solution vraiment miracle hein, pour bloquer le reverse shell. Néanmoins, en fait, on peut utiliser de façon délibérée le reverse shell hein, pour les connexions d'administration. Hum, Et qu'en fait, tous les reverse shell peuvent être malicieux. Par exemple, les connexions, par exemple, à SSH Secure Shell, c'est genre un espèce de reverse shell sécurisé. Et là, il y a des étapes de vérification, de clés, de certificats, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est assez compliqué hein, de savoir si c'est un reverse shell qui est légitime ou pas. Alors, il dit que pour limiter l'exploitation, on peut bloquer tout ce qui est sortant, donc toutes les connexions sortantes, et on peut laisser passantes certaines adresses IP et ports. Ou si on est dans un réseau interne, aussi on peut bloquer, c'est un peu plus compliqué, mais on peut bloquer aussi par adresse MAC qui requiert certains services. Il dit qu'on peut utiliser aussi des bacs à sable ou exécuter les serveurs dans des conteneurs. Oui, on peut faire ça. Si c'est des petits services, des choses comme ça, on peut scinder un conteneur. Il n'y a pas de problème et mettre des droits, faire du renforcement de droits, etc. Et avoir une bonne politique de log pour voir ce qui se passe exactement. On peut mettre des IDS ou des EPS aussi en protection. Alors, il nous dit que j'espère que ce post a été utile pour entrer dans la cybersécurité spécialiste et possibilitant même professionnelle. Alors ça, c'est le début, c'est les premières choses qu'on apprend en cybersécurité. Après, on peut aller plus loin. Ça, on peut y aller très loin. On peut s'amuser à faire du secure shell chiffré ou des reverse shell chiffrés, etc. On peut faire de l'évasion aussi. On peut s'amuser à faire des reverse shell qui passent à travers les protocoles ICP ou ICMP plutôt ou DNS. On peut faire des trucs assez marrants. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour si vous voulez plus de vidéos comme ceci. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.